Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Hello, bonsoir à tous et à tous, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. Et oui, c'est Adrien Fedeli. On revient pour une nouvelle émission du Campus Sport Club dans des conditions, peut-être que vous nous avez écouté la semaine passée, qui est un peu particulière parce qu'avec l'ami Yann juste avant, qui vous a encore livré une superbe heure sur Radio Campus Lille avec Chrysanthème, on avait fait une spéciale 2 heures sport. On en avait dit des conneries, mais on avait surtout dit aussi des choses plutôt intéressante et intelligente sur le sport et pas que. Et là, on revient pour une émission un peu plus standard d'1 heure seulement, mais 1 heure qui va être très qualitative avec 3 compères autour de moi ce soir. Avec pour commencer Maxime Paulin pour les résultats dans un instant. Comment tu vas, Maxime? Ça va très bien, toujours là. Et c'est la dernière pour moi, donc ouais, c'est la dernière, mais voilà, on va kiffer jusqu'au bout. Ouais, moi je perds de plus en plus de chroniqueurs, donc c'est très gentil en tout cas à toi, en plus d'être rendu disponible. Le VAFC t'as pas trop manqué. Le VAFC, j'ai même pas regardé le résultat, je t'avoue, donc j'y vais samedi. Mais pour quelqu'un qui fait les résultats, c'est attention aux aveux. Tu vois, c'est là il faut que t'attendes que je coupe le micro. Non, mais ça devient comment dire. Oui, bah de toute façon. Ça devient anecdotique de toute façon maintenant, vu la saison. Mais en tout cas, ils ont gagné. Ils ont gagné. Magnifique. Oh putain. Et ben ça comme ça me permet d'introduire le second de ce soir face à toi, Maxime. Timéo, lui qui clôturera comme il se doit l'émission avec les immanquables. Comment tu vas, Timéo? Mais ça va, ça fait toujours plaisir d'être là. Moi, je sais jamais quand sera ma dernière. Donc c'est pour ça on fait au jour le jour et on est toujours content. Ouais, bah tant que t'es heureux de venir et que ça te fait plaisir, moi ça me fera toujours un grand plaisir. Et puis celui qui est face à moi à la place du chef de table et qui va surtout devoir faire avec les mauvais perdants et à la seconde près tout à l'heure avec un petit quiz sur les Jeux Olympiques, c'est Gaëtan. Bonjour à tous, voilà, prêt à faire ce petit quiz là qui va sûrement qui va pouvoir décerner à l'un de vous la couronne d'Olivier. Ouais. Voilà. Mais aussi ma dernière, hein, comme Maxime. Aïe. On reviendra peut-être dans 2 ans, qui sait. Mais toujours attaché au CSC. 2 ans. Il annonce clairement que attends, je fais une coupure là, je fais un break, je serai plus là. Ouais, vous voulez aller à l'étranger, vous, c'est ça? Potentiellement, ouais. Eh ben, je vous souhaite en tout cas. Bah, si t'es transféré à Arsenal, très très bien, Maxime. D'ailleurs, Arsenal, tu vas pouvoir en parler dans un très très court instant, parce qu'on va pouvoir attaquer avec les résultats comme il se doit juste après ton jingle. Les scores, les performances, les héros et héroïnes du week-end, tous réunis dans les résultats du CSC. Un jingle avec ma voix. Pour le ouais, c'est pas très grave. Mais ouais, comme tu l'as dit, on commence par une info qui me fait plaisir, tout particulièrement, Adrien, avec les Gunners d'Arsenal qui recevaient ce soir à 21h sur les antennes de Canal+, le Chelsea de Maurizio Pochettino à l'Emirates, et les Gunners qui avaient pour obligation de gagner, ils ont fait fort, ils ont collé une manita à Chelsea, victoire 5-0 des Gunners, assez facile. Dès la 4e minute, c'est Leandro Trossard qui venait ouvrir le score. La première mi-temps se terminait sur ce score de 1-0, et puis les Gunners qui, comme à leur habitude en début de deuxième période, ont accéléré, et c'est Ben White qui a marqué à la 52e, puis qui s'est offert même un doublé à la 70e minute, et l'ancien de la maison des Blues de Chelsea, Kai Havertz, qui a marqué un doublé contre son ancien club. Voilà, victoire 5-0 des Gunners qui confirme après leur succès 2-0 contre Wolverhampton ce week-end, et qui s'assure d'être premier encore à la fin de la semaine, même si, pour rappel, Liverpool jouera demain son match en retard contre
contre Everton, pardon, dans le derby de la Mersey. Et City, eux, ont 2 matchs de retard. Ils ne joueront qu'un match, c'est jeudi soir à Brighton. Et si City venait à faire un sans faute à la fin de la saison, ce serait City qui, une nouvelle fois, serait champion d'Angleterre, peu importe les résultats des 2 autres. Donc voilà, Arsenal n'a pas son destin entre les mains, mais Arsenal a assuré ce soir. Victoire 5-0 des Gunners à l'Emirates face à Chelsea. Une belle victoire qui peut entériner peut-être une bonne série, sachant qu'il y a le North London Derby, peut-être que Timéo en parlera à la fin pendant les immanquables. Oui, mais voilà. Lève le pouce. North London Derby à la fin de la saison, je laisserai Timéo, pardon. C'est Le pas faire, grave. je suis un peu fatigué. Mais bref, peut-être l'occasion de vous demander, comme c'est votre dernière aussi, le petit prono quand même pour voir si dans plusieurs semaines on en rigole ou vous avez vu juste entre les trois, bon City comme tu le dis, si City gagne tout, de toute façon ils sont champions. Bah après, moi j'aimerais qu'Arsenal gagne, mais ce qui me fait peur, c'est que Ils ont quand même l'avantage psychologique aussi de. Ouais, mais on a un gros calendrier. Il nous reste Tottenham, il nous reste United là-bas. C'est peut-être le pire des calendriers. Oh, bah, le pire, ça, de loin. C'est justement ce que j'allais dire, c'est ils ont un calendrier, mais il est abominable. Ouais, t'as dit Manchester, on a Everton aussi. City c'est un sans faute et j'ai envie de dire ils ont déjà été dans des situations comme ça. Oui. On me dit c'est aussi un club d'expérience. Ça un fait- sans faute c'est clairement dans leur corde. Donc voilà, ça va être compliqué. Ça fait 2 saisons de suite où Guardiola arrache le titre à Liverpool en fin d'année en finissant toujours sur Arsenal, 8 ou l'année oui, dernière. Arsenal pardon, il y a Liverpool avant et sur 8 ou 10 victoires en fin de championnat donc J'ai on peut-être peut leur envie faire confiance mais peut-être faire l'une populaire, peut-être que Liverpool peut se glisser Non. entre les deux. Non mais attends. Vas-y, lâche-toi. Allez Liverpool. Ça sera pour l'histoire. T'es un malade. Moi, je vais dire Arsenal. J'ai un petit fait pour Liverpool, mais j'aimerais vraiment Arsenal parce que depuis le temps, quoi. Juste, rendons surtout- ces mecs heureux, quoi. Les supporters d'Arsenal, ils souffrent depuis déjà tellement d'années en attente de ce titre. Ce serait quand même sympa. Comme C'est- Liverpool en 2019. C'est ça. Ce serait un bel 2020, accomplissement Ce serait déjà. symbolique en plus parce que 2024, 20 ans après le dernier titre, Les et Invincibles le qui plus plus est. historique de Première Ligue, les Invincibles d'Arsène Wenger et de Thierry Henry, mais ce serait vraiment symbolique. Et puis ouais, pour moi ce serait énorme en tant que supporter, mais voilà, je croise les doigts, mais je pense que ça va être compliqué. Ok. On continue ces résultats avec toujours du football et l'immanquable Ligue des Champions. Je sais pas si vous en aviez parlé lors des dernières émissions, mais je vais quand même récapituler les affiches des demi-finales qui sont désormais connues. Le PSG, bourreau du FC Barcelone à Montjuic, mardi dernier avec sa victoire 4-1, retrouvera son adversaire des phases de poule, le Borussia Dortmund, qui de son côté a éliminé non sans mal la belle équipe de l'Atlético de Madrid du Chullismo Diego Simeone. En effet, les hommes de Marco Rose sont imposés 4-2 mardi dernier et sont qualifiés malgré leur défaite à l'aller 2-1 au Metropolitano. De l'autre côté, on retrouvera un duel historique opposant le Bayern Munich au Real Madrid. Les Bavarois se sont logiquement imposés 1-0 lors du match retour à l'Allianz Arena face à une équipe d'Arsenal impuissante, tandis que les Merengues ont créé l'exploit en éliminant le tenant du titre et immense favori de la compétition, Manchester City. À l'Etihad Stadium, il aura fallu attendre la séance de tir au but pour voir Rudiger libérer ses coéquipiers. Bref, des matchs rocambolesques. PSG Borussia et Bayern Real, pardon. Messieurs, à vos pronostics. Là, pour le coup, c'est, je sais pas si il y a finalement sur les 4, il y a vraiment une équipe en dehors du lot sur les 3 autres. C'est pas même si le Real sort d'une grosse perf, peut-être pas l'impression majoritaire. Par contre, Dortmund paraît un peu plus faible que les 3 autres. Peut-être que je sache là-dessus, je me trompe pas trop. J'espère, vous avez le droit de... Je me mets... Vas-y, Ouais. vas-y. Après, ils je voulais viennent de sortir ton équipe, peut-être. Mais en fait, le truc, c'est que ils sont factuellement l'équipe la plus faible des 4. Après, attention au match retour là-bas. Sur une double confrontation. Parce que sur une double confrontation, ça peut le faire. Ils ont plus rien à jouer en Allemagne, sachant que à 99%, la 5e place sera qualificative pour les Ligues des Champions en Allemagne, donc ils sont quasiment sûrs d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils peuvent plus avoir le titre. Ils sont plus en Coupe d'Allemagne, donc c'est à fond pour la Ligue des Champions. Ils ont le match retour à domicile dans une ambiance de fou et qui a joué C'est des le tours à match aller à l'Atlético. domicile. C'est Ouais. Dortmund, Ouais, c'est pour Dortmund ça. PSG et Ça PSG change tout, Dortmund. je pense. Eh ben ça change tout alors, désolé. mais ça peut quand même créer des surprises. C'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. On l'a très bien vu sur la double confrontation d'ailleurs. Donc attention quand même. Et puis Paris, on sait jamais, contre des adversaires plus faibles, ça peut se mordre les dents. On l'avait vu d'ailleurs contre Dortmund en Allemagne. Donc à voir. Allez, je continue avec la C3. L'OM a lui aussi dû passer par la terrible séance de tir au but face à Benfica. En effet, les Marseillais avaient perdu 2-1 à Lisbonne, mais ils ont égalisé grâce au premier but sous les couleurs marseillaises
de monsieur Faris Moumbagna à la 79e minute. C'est au final grâce à un penalty de Enrique et surtout à un grand Paul Lopez que l'OM s'impose au tir au but dans une ambiance assez exceptionnelle au Vélodrome. Il faudrait retrouver cette ambiance lors des demi-finales où les hommes de Jean-Louis Gasset retrouveront le tombeur surprise de Liverpool, l'Atalanta Bergame. De l'autre côté, l'invincible Bayer Leverkusen, tout juste sacré champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire, retrouvera la Roma, tombeuse du Milan AC. Enfin, fin de parcours pour le LOSC en Conference League. Aston Villa a tremblé à Pierre Mauroy, mené 2-0 au bord de l'élimination. L'équipe de Birmingham a profité d'une action litigieuse et d'un arbitrage assez controversé pour marquer et revenir à 2-1, donc 3 partout au cumul des 2 matchs. Et à la fin, c'est toujours pareil. Pourtant sifflé, hué, c'est bien Emiliano Martinez qui s'en est allé arrêter 2 pénaltys, dont le dernier, dans la séance de tir au but pour emmener Villa en demi et climatiser Pierre Mauroy. Une défaite au goût amer, tant les Lillois auraient mérité de s'imposer. Et enfin, on ferme la page football avec notre belle Ligue 1. Et ce week-end, c'était la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats qui se déroulait. Et en ouverture, c'est Nice qui s'est relancé en disposant logiquement à domicile de Lorient 3-0 vendredi soir. Les Aiglons qui se relancent donc dans la course à la Ligue des Champions. Samedi, Rennes a tranquillement disposé de Nantes à la Beaujoire, victoire 3-0 des Rennais, tandis que Lens peut toujours croire en l'Europe après sa victoire 1-0 face à la Lanterne Rouge Clermont. Dimanche, Lille a retrouvé la victoire à domicile en s'imposant face à Strasbourg, victoire 1-0 grâce à une nouvelle fois à leur serial buteur Jonathan David. Le choc entre Brest et Monaco a tourné à l'avantage des Monégasques qui retrouvent la place de dauphin grâce à leur succès 2-0 à Francis Leblay. L'OM a arraché le nul à Toulouse en toute fin de rencontre, 2 buts partout grâce à un but de Faris Moumbagna encore une fois. Tandis qu'en clôture de cette journée, le PSG a tranquillement battu l'Olympique Lyonnais, victoire 4-1 et conforte un peu plus sa place de leader. Messieurs, un avis sur cette lutte pour les places européennes en Ligue 1? Palpitant. Ouais. Indécis. C'est beau. On a différentes tendances en fait qui se dessinent chaque journée. On a eu la folle montée de Brest tout au long de la saison. Là, on voit que on a du mal à passer l'embrayage. Et puis en plus, c'est au pire moment de la saison. Il reste quoi 5 ou 8 matchs, 6 matchs, 4 matchs. Je crois même un peu moins. 4 matchs. Et en plus, le prochain, c'est à Rennes, pour Brest, je parle, au Roison Park. Et puis ensuite, c'est à Francis Leblay contre Nantes. Donc je veux dire, c'est 2 gros matchs. C'est des adversaires qui se connaissent très bien. Ça peut être compliqué, sachant que derrière ça peut remonter. T'as parlé de Lens justement, Rennes qui peut aussi encore se batailler pour aller chercher l'Europe, la conférence et pourquoi pas la Ligue Europa. On peut encore rêver pour les Rennais. Donc vraiment c'est tout peut encore se passer quoi. Et même par rapport à la relégation, je parle Lorient qui a perdu là à cause qui a perdu 2 places, qui peut remonter encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y a moins de faux pas en fait dans le top 10, qui fait que justement les places d'en dessous se dessinent mieux, mais de ce fait comme il y a des performances au-dessus, et les places se dessinent encore moins. Ouais. Et puis il y aura, faut pas oublier, alors ça peut paraître un peu plus improbable pour les Marseillais, mais gagner la Ligue Europa normalement c'est aussi s'assurer de jouer la Ligue des Champions. Si j'ai pas vu l'inverse en tout cas, donc ça peut jouer parce que les Marseillais sont même pas européens à l'heure actuelle. Et on a la Coupe de France aussi, avec facteur X qui peut gagner ou donner une place en plus. Voilà, donc non, tu vois, je dis c'est les cas les peu probables. On va dire que Lyon gagne la finale contre Paris ou que Marseille finisse par remporter la Ligue Europa. Mais ça reste des cas de figure qui font que cette fin de saison pour les places européennes sont vachement haletantes, et donc chacun ne peut pas se reposer sur l'autre. Tu vois, et Brest, c'est vrai qu'on les voyait encore il y a 10 jours facile dans la course au top 4 et finir au moins au top 4. Là, pour le coup, même leur place LDC, on va dire Ligue des Champions, finalement, il faut regarder les 5-6e s'ils vont pas espérer que Brest redescende encore un petit peu, quoi. C'est ça, et toute dernière information, en Italie, hier soir, l'Inter a assuré d'être champion après sa victoire 2-1 contre son dauphin et rival de toujours, le Milan AC. Des buts de Thuram et Acerbi permettent aux Nerazzurri de remporter le Scudetto. On passe désormais au tennis, la petite balle jaune, et pas mal de tournois cette semaine sur le circuit ATP, à commencer par l'ATP 500 de Barcelone. Après son sacre à Monte-Carlo la semaine passée, Stefanos Tsitsipas a bien failli faire le doublé. Malheureusement pour lui, on ne gagne pas 2 fois. Contre Casper Ruud en une semaine, battu à Monte-Carlo, le Norvégien s'est vengé. En Espagne, en disposant du Grec 7-5-6-3. En finale, le Norvégien remporte à 25 ans son premier tournoi, hors tournoi ATP 250, après de nombreuses finales perdues. À noter la belle performance d'Arthur Fils, qui s'est incliné en quart de finale face au Serbe Lajovic en 3-7.
À Munich, c'est l'Allemand Jan-Lennart Struff qui remporte son premier tournoi ATP en carrière en dominant en finale Tyler Fritz, tandis qu'à Bucarest, c'est le Hongrois Marton Fucsovics qui s'offre le tournoi en s'imposant en finale face à Navone, tombeur en demi-finale du Français Grégoire Barrère. Chez les femmes, le tournoi WTA 500 de Stuttgart a quant à lui sacré la Kazakh Elena Rybakina, qui s'impose logiquement en Allemagne. Elle a dominé en finale l'Ukrainienne Marta Kostyuk et confirme qu'il faudra se méfier d'elle à Roland-Garros. Le rugby désormais, avec un peu de 6 nations féminins et une victoire nette et sans bavure de nos Bleus à Cardiff ce dimanche. Les Bleus, toujours invaincus dans le tournoi, ont survolé les Galloises et se sont imposés 0-40 en marquant 6 essais. Après 4 matchs, les Bleus sont deuxièmes derrière les Anglaises, leur prochain et dernier adversaire. Du côté des hommes, on avait ce week-end du top 14 avec de belles affiches. La Rochelle est toujours à terre après son élimination en Champions Cup, puisque les Rochelais, 5e du top 14, se sont inclinés ce samedi 29-24 à Castres, Le Stade Français, leader, n'a pas tremblé face à Bayonne et s'impose à domicile 28-24. Le Racing, de son côté, obtient une belle victoire bonifiée à Oyonnax, score final 13-43. Enfin, le gros coup de la semaine est réalisé par Toulon, 4e, qui s'est imposé à Mayol contre le Stade Toulousain 20-19 et empêche les Toulousains d'embêter le Stade Français qui conserve sa place de leader. Le Stade Toulousain reste quant à lui 2e. Après Suzuka, le week-end dernier, les 20 pilotes des 10 écuries de Formule 1 se retrouvaient à Shanghai pour le Grand Prix de Chine. Pour le 5e Grand Prix de la saison, c'était le coureur de l'écurie Kick Sauber, Guan Yu Zhou, qui était à l'honneur. Le Chinois parti 8e termine malheureusement pour lui 14e devant un public chinois, pourtant tout acquis à sa cause. Pas de surprise à l'arrivée en revanche pour le vainqueur de 4 des 5 premiers Grands Prix de la saison, Max Verstappen. Le champion en titre a une nouvelle fois écrasé la concurrence pour venir s'imposer en Chine. Il devance Lando Norris, particulièrement habile sur la piste, et Sergio Pérez. Charles Leclerc termine 4e, tandis que nos Français de chez Alpine sont toujours en galère et à la recherche des premiers points de leur saison. Ocon termine 11e et Gasly 13e, des résultats qui ne cessent d'inquiéter pour nos 2 pilotes. Et je voulais vous poser une question, cette saison est-elle en train de mettre en péril l'avenir de nos 2 Français en Formule 1 ? Alors déjà j'ai envie de revenir sur ton dernier point. Timéo ne meurt pas ce soir. Mais c'est fou, j'ai un truc tu dis des résultats qui ne cessent d'être inquiétants. En l'occurrence, j'ai envie de dire que non, justement la Chine, qu'ils arrivent à presque être dans le top 10, c'est déjà par rapport au 18e et 19e place, il y a eu pas mal d'abandon. Ouais, mais c'est déjà un sacré moyen de se dire il y a matière en tout cas. En tout cas, c'est juste déjà arriver dans le top 10, c'est pas être 5e, je parle. Après, déjà 9, 10e. Pour revenir à la question de base, si c'est inquiétant pour leur avenir en Formule 1, c'était ça la question. En vrai, je pense pas vraiment parce que, par exemple, on a Esteban Ocon qui est c'est peut-être un peu plus compliqué pour Gasly que pour Ocon parce qu'on l'a vu en Chine. C'est un peu Ocon qui est le numéro 1 à Alpine parce que c'est lui qui a eu le droit au nouveau front plat qui a été amené par Alpine lors de ce Grand Prix pour essayer de faire une meilleure performance, que Gasly a un peu plus mal vécu. Et puis on sait que Ocon a un peu toujours le bras long au sein de Mercedes, en sachant que Hamilton va partir. Ça semble peu probable, je pense, qu'il aille chez Mercedes, mais c'est encore possible. Avec Toto. Bah, c'est possible. Il a été pilote de réserve chez eux. Il a son parrain. Voilà. Toto Wolff. Il a de très bons liens avec lui. Donc là-dessus, pour moi, Ocon, je pense que en Formule 1, il y a pas de souci. Inquiet, je suis peut-être plus inquiet pour l'écurie Alpine que pour les pilotes, parce que même Gasly, je pense qu'il pourra trouver quoi qu'il arrive une écurie s'il ne reste pas chez Alpine. Donc pas inquiet pour eux, mais inquiet pour l'écurie et savoir comment elle va se relever de ça, parce qu'au bout de 5 grands prix, on voit pas trop d'amélioration, très faiblement, et on se demande quand est-ce qu'ils arriveront à gagner des points, quoi. Est-ce que vous y croyez peut-être à un petit sursaut sur la seconde partie de saison comme l'avait fait McLaren l'an dernier, même si on n'a pas les mêmes moyens, les mêmes pilotes? Gaëtan, je sais pas si t'étais... C'est ça le problème, c'est que y a pas les mêmes moyens, quoi. Et Alpine est une bien plus petite écurie selon moi que McLaren, avec des investisseurs qui sont pas les mêmes que McLaren. Malheureusement, il y a pas les mêmes technologies, pas les mêmes ingénieurs, etc. Et forcément, ça va faire mal à un moment donné. Ça fait déjà mal même maintenant. On savait avant le début de la saison que la monoplace était peut-être même la pire. Ouais. La pire. Et des paris. Enfin, derrière, il y avait aussi la notion de on tente des trucs. Et on tente des trucs et ça marche pas. Enfin, au bout de 5 grands prix, aucun point, c'est compliqué. Non, Gaëtan, pardon. Non, moi je suis pas trop F1, c'est pour ça. J'ai préféré laisser passer. Je pensais que tu levais le doigt tout de suite pour signaler. J'ai envie de prendre la parole. Je vais défoncer Alpine. On verra en tout cas pour l'avenir de l'écurie, parce que c'est vrai que dans 2 ans, Audi qui arrive, ils ont des moyens. Aston Martin qui a énormément de moyens. Racing Bull qui a les moyens de Red Bull. Donc ça devient compliqué pour eux économiquement. Et du coup, si ça suit pas les performances en piste. Moi, j'ai bien envie de vraiment prendre la température pendant cette période mi-saison avec l'été, parce que déjà on aura les transferts
qui vont vraiment s'acter à ce moment-là. Donc Ocon ou pas, enfin ça deviendra vraiment la silly season. On en parlera vraiment, et donc peut-être aussi au niveau des performances, si d'ici là c'est toujours aussi abyssal, ou s'il y a quand même du mieux, quoi. Mais un peu de mieux, mais 11-12e de moyenne, c'est déjà mieux, quoi. C'est déjà mieux que 17e et 18e, quoi. Mais 0 points à mi-saison, ça fera très très mal. Ouais. On termine avec le cyclisme. Une autre course légendaire avait lieu ce week-end, quelques semaines après le traditionnel Paris-Roubaix, direction la Belgique, et le célèbre et immanquable Liège-Bastogne-Liège. Et à l'arrivée, c'est du classique. Quand ce n'est pas Mathieu Van Der Poel, c'est Tadej Pogačar, bien sûr, le Slovène qui continue sa saison et sa carrière déjà exceptionnelle en s'imposant sur le tracé belge. Il est plus que favori pour les grands tours. Le vainqueur devance notre Français, Romain Bardet, est donc le 3e, l'immanquable Mathieu Van Der Poel. Un podium assez impressionnant. Et je termine, si vous avez un petit pronostic pour le Tour de France, messieurs, à la vue de ces résultats sur les 4 premiers mois. On va partir sur Pogačar, parce qu'en plus Vingegaard est blessé, donc à voir comment il va revenir. Ça va faire un peu comme l'année dernière, je pense, où Pogačar, c'était lui qui était blessé sur le Tour de France, qui revenait de sa blessure au poignet, et Vingegaard en pleine forme. Là, c'est un peu l'inverse, donc pour moi, je dirais Pogačar. Et plus l'impression aussi que Pogačar arrive à être mieux entouré. En tout cas, il y a aussi clairement. Cet aspect-là. Déjà que lui, dans sa condition individuelle, il est exceptionnel, mais en plus, il est aussi bien entouré que les Wiesmann avaient entouré Vingegaard. Il paraît ultra favori. J'ai du mal à sortir un autre nom, même pour challenger. Je sais pas. Bon, c'est Vingegaard ou Pogačar. Hein. Evenepoel avec 2-3 grands coups de. Mais il faut faire des grands coups. Mais gros challenger, quoi. Ouais. Mais pas favori, mais challenger. Challenger. Clairement, ouais. J'ai pas mieux. Désolé, Maxime. Voilà. C'était tout pour moi, en tout cas pour ces résultats. Et puis voilà, donc on garde Tadej Pogačar en favori selon l'équipe pour ce Tour de France. Ah oui, aussi, il y a déjà les favoris pour le journal d'équipe. Non, j'ai dit l'équipe, c'est nous, l'équipe là. Ah, c'est ouais. l'équipe donne favori et Pogačar. C'est nous. Oh, j'ai le droit de me vanter un petit peu, putain. Super. Merci beaucoup, Maxime, pour tous ces résultats bien riches. Je vais te faire un peu plaisir aussi, puisque j'avais préparé 2 chansons selon le résultat du soir entre Arsenal et Chelsea. Évidemment, Arsenal l'a emporté à la maison. J'avais quand même plutôt préparé ce coup-là. Petit chant de supporter d'Arsenal. North London Forever. Non, moi, j'ai pas forcément pris celui-là. Super objectif sur cette radio. Des chants de supporters en musique, j'ai jamais vu ça. C'est cette dernière. Non, mais si, on a déjà mis. Hein. On avait déjà mis. On avait déjà mis Aller les Verts ou Nantes. Ouais. Ou des fois, c'est bien, et c'est dans la logique du sport, quoi, de la chanson du sport. Je préfère ça qu'entendre des Eric Cantona chanter comme des bras cassés. Allez, petit chant londonien ce soir sur Radio Campus et on revient juste après pour les news du CES. Petit chant de supporters londoniens, les fans des Gunners d'Arsenal. Voilà, c'était à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Vous êtes bien en train d'écouter le Campus Sport Club qui est de retour plus que jamais pour une émission standard. Après les résultats, on va pouvoir attaquer les news. C'est moi qui m'y colle juste après ce jingle. Entre les infos que vous auriez lues et celles que vous auriez manquées, les voici toutes réunies dans les news du CSC. Et on va commencer avec quelques news que j'ai vues traîner par-ci par-là ces derniers jours, puisque l'échéance arrive avec les Jeux Olympiques de Paris, mais pas que, parce qu'il y en aura aussi à Lille. Il y en aura aussi un à Tahiti. Enfin, c'est toujours compliqué avec ces Jeux Olympiques-là. Mais 2-3 petites infos là-dessus, avec notamment, peut-être que vous l'avez vu passer, l'info du jour, puisque une application mobile a été lancée par Île-de-France Mobilité pour aider au transport des supporters et des touristes pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Dans la capitale. Transport public Paris 2024, c'est le nom de l'application, proposera les trajets les plus adaptés et pas forcément les plus courts pour celles et ceux souhaitant se rendre sur les différents sites de compétition. Si l'affluence en temps réel dans les transports en commun devenait trop accrue et trop importante, l'application serait même à proposer, par exemple, de se rendre à pied sur les différents sites de compétition, si c'est le plus rapide. Et oui, Gaëtan. Faudra marcher dans la capitale, ça va. Quand c'est dans Paris Centre, ça ira autour de la Seine avec les grands lieux mythiques comme la Concorde, les Invalides. Quand il faudra aller plutôt vers le nord et vers le Sacré-Cœur, faudra monter un petit peu. Voilà, faudra avoir des mollets. Autre info, là je vais vous faire intervenir juste après avec
Tennis de table, ce n'est pas encore la fin, mais presque, pour savoir qui, côté français, va pouvoir intégrer le tableau olympique. Le classement mondial du tennis de table, qui donne les premières places olympiques aux mieux classés, a vu un changement notoire s'effectuer côté français. Alexis Lebrun, l'aîné des frères, désormais 33e mondial, a été doublé par Simon Gauzy, 23e mondial, qui prend provisoirement donc ce ticket olympique. Alors même s'ils sont quasi assurés de faire partie de l'équipe de France tous les deux, avec Félix Lebrun, le petit frère, qui est lui 6e mondial, pour les épreuves par équipe, par contre, seulement 2 pourront représenter la France en simple. Félix, qui est encore installé dans le top 8, est quasiment assuré de le faire. Alexis, par contre, s'est fait doubler dans cette course-là. Il reste 2 gros tournois à jouer avec des points importants à les glaner en Arabie Saoudite début mai et en Chine entre fin mai et début juin. Vous préférez, et en plus de ça, il y a une commission qui se réunit, qui voit aussi un peu les résultats des 6 derniers mois avec les meilleurs matchs contre le top 20 mondial. Vous préférez quand même que ça se fasse, on va dire, en pleine justice, avec le mieux classé des deux, ou ce serait quand même faire le forcing pour Alexis Lebrun et voir les frères Lebrun représenter la France en simple? Bah pour moi, ça me paraît clair. C'est par rapport à la performance. C'est dans tous les sports pareil. Écoute, t'as fait de meilleures performances, tu mérites de participer aux Jeux Olympiques. On parle quand même des Jeux Olympiques, hein. On parle pas d'un championnat du monde qui a lieu tous les 4 ans. Là, c'est les Jeux Olympiques, en plus à la maison. Donc c'est au mérite. Voilà, tu joueras en individuel parce que tu l'as mérité, parce que t'as un meilleur classement. C'est comme ça. C'est pas parce que voilà, on a les 2 frères Lebrun qu'on doit privilégier celui justement qui a un placement moins valorisant. Donc non, si au classement, je pense que c'est la manière la plus fiable en fin de compte de faire les choses, la manière la plus juste aussi. D'une certaine manière, ce serait un peu triste, j'ai envie de dire, de pas voir le champion de France en titre être aux Jeux Olympiques en France. D'une certaine manière, ça c'est un peu triste. On parle d'Alexis Lebrun pour pour Alexis Lebrun. Mais après, si Simon Gauzy est le 2e parce qu'il est mieux classé, il l'aura mérité. Et d'un autre côté, du coup, Alexis pourra se consoler, entre guillemets, avec, du coup, l'épreuve par équipe, avec son frère. Donc, quoi qu'il arrive, il pourra quand même jouer, même s'il l'est pas, alors que si Simon Gauzy ne se qualifie pas, il va pas être en double avec Félix. Donc, il y aura aussi les épreuves mixtes. Enfin, il y a peut-être encore matière à ce qui se glisse quand même. Mais c'est vrai qu'il est moins certain d'avoir cette appétence olympique. Dernière info aussi avec les jeux que j'ai relevés, c'était ce mardi, aujourd'hui, le président de la Confédération européenne d'escrime, Giorgio Scarso, a annoncé qu'aucun escrimeur russe ou biélorusse ne participerait aux Jeux Olympiques de Paris dans 3 mois, puisque ceux éligibles sous le statut d'athlète individuel neutre ne s'étant pas inscrits au tournoi de qualification olympique, les TQO, celui qui est organisé en Europe, au Luxembourg. C'était la dernière chance pour eux d'essayer d'intégrer ces Jeux. On se rappelle avec le conflit russo-ukrainien, avec l'invasion de l'Ukraine, ça fait déjà 2 ans, hein. Si je dis pas de bêtises. Je suis presque à me tromper d'année tellement ça peut s'éterniser dans le 2022, temps. C'est de 22, hein, tu 2022. Vois. Et plus de 2 ans, et il y avait eu tout ce tablage médiatique où on avait privé les Russes de différentes compétitions. À noter quand même qu'en avril dernier, c'était l'an dernier, que la Fédération internationale d'escrime, ou un milieu dans lequel les Russes glannent quand même des médailles, avait permis la réintégration des Russes justement, et que certains jeunes avaient pris part au calendrier de Coupe du Monde. Et en avril dernier, par contre, le président de la Fédération russe d'escrime, Ilgar Mamedov, avait menacé le CIO et l'organisation olympique par le biais d'un site spécialisé russe. Il avait précisé qu'aucun des escrimeurs russes n'ira à ces Jeux olympiques. Bon, promesse tenue. Et peut-être un mal pour un bien, on le verra. Et je quitte la fenêtre olympique, on va partir sur un peu de football. On en parlait juste avant l'émission entre nous. C'est une info qui est de ces derniers jours avec la situation du Stade Brestois, qui est toujours 3e de Ligue 1 et qui est toujours en lice pour jouer une Coupe d'Europe. Peut-être la Ligue des Champions, en l'occurrence. Mais après inspection de leur enceinte, le stade Francis Leblay, l'UEFA, l'association en charge du football européen, a jugé qu'en cas de qualification pour une Coupe d'Europe, le club ne pouvait accueillir de rencontres en l'état actuel des choses. Pas dans les dispositions actuelles en tout cas, puisque 3 des 4 tribunes du stade sont des structures démontables, ce qui est interdit auprès de l'instance européenne, qui accepterait donc des matchs dans une disposition maximale de 5000 places au stade Francis Leblay, et le club qui doit acter rapidement la situation parce qu'ils sont quand même pas en très bonnes conditions pour accueillir ne serait-ce que la Ligue Europa Conférence, mais une autre possibilité s'offre à eux, c'est peut-être de se délocaliser, d'aller jouer dans un stade plutôt voisin, et on parle notamment de Nantes, Lorient ou Rennes. Vous préfériez, vous êtes peut-être pas, on n'est pas brestois, on n'est pas supporter du stade brestois, mais pour le SB29,
Ça serait quoi? Ça serait quand même rester à 5000 mais avoir chez soi ou profiter d'une plus grosse enceinte quitte à aller chez le voisin ennemi? Non, moi je pense que c'est triste pour eux, hein, parce que le Blé, on le voit cette année, mais c'est quand même une belle enceinte. Et il y a une très belle ambiance, notamment actuellement avec les résultats qui vont avec, bien sûr. Malheureusement, jouer devant 5000 personnes une Ligue des Champions, alors que Brest, je sais même pas d'ailleurs s'ils ont déjà joué la Ligue des Champions. Non, pas de Coupe d'Europe. Voilà, même pas de Coupe d'Europe. Jamais. Aucune Coupe d'Europe. Enfin, jouer devant 5000 personnes, ce serait horrible pour tous les supporters, etc. Et si c'était la Ligue Europa Conférence, je serais un peu plus... même peu importe la compétition. Je pense que ce sera une grande fête dans la ville, mais pour moi, faut délocaliser. Et après, tout dépendra de Rennes. Pour moi, le meilleur choix, ce serait Rennes. Après, si Rennes venait à jouer une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, faudrait partir sur Nantes. Voilà, faudrait voir à Nantes, ou alors s'arranger avec Rennes pour que eux jouent à l'extérieur quand Brest joue à domicile et pouvoir avoir le Roison Park. Voilà, mais ce sera une question d'organisation. Et il va falloir que ça aille très vite parce que sinon ils vont se retrouver dans un bourbier complet et avec des gros problèmes d'organisation sur le dos. Ouais. Ah, je suis pas d'accord. Toi, t'es quand même le Blé. On reste à le Blé, quoi. Ah non, ouais, bah oui. Attends, une guerre européenne, ça se mène à la maison, ça se mène pas autre part. Hein. Ah non, c'est à la maison, et puis 5000 supporters, c'est pas grave, t'auras les 10 000 supporters à l'extérieur, ça serait une excellente fête à l'extérieur pour avoir la chance de déjà aller à Francis Le Blé. Enfin, c'est la ferveur, tu vois, même s'il y a que 5000 supporters, ouais, c'est super triste. Tu vois, il y a forcément des solutions à côté, mais la solution, à mon avis, enfin, je suis pas à la place des dirigeants du club, mais je pense que la délocalisation n'est pas la première solution, en fait. À mon avis, peut-être faire forcing, je sais pas, mais la solution finale, à mon avis, ça sera de jouer avec 5000 supporters et un point c'est tout, et créer une sorte de cohésion à l'extérieur du stade, d'être plus, et puis faire comme regarde, au Covid, on avait eu des scènes comme ça. Je prends l'exemple du Paris Saint-Germain où t'avais les ultras qui étaient à l'extérieur et qui suivaient le match comme ça. Ils étaient 25 000 à la fin, et puis à la fin du match t'as les joueurs qui sont venus les saluer, tu vois. Je veux dire, on marche autrement, mais une guerre européenne, c'est à la maison, c'est pas autre part. Allez, un partout, balle au centre pour Timéo, là. L'avantage, juste pour revenir là-dessus quand même, c'est que l'avantage de Brest, c'est qu'au pire, les mecs qui auront pas de place, ils ont qu'à aller dans les immeubles à côté, ils peuvent voir le match quand même, puisque c'est aussi la particularité assez rigolote de Brest, qui ont des immeubles qui donnent sur la pelouse. Et puis ce qui est assez cocasse en vrai avec Brest, c'est que peut-être que c'est une opportunité qui ne se représentera jamais, alors qu'ils sont en train de construire un nouveau stade qui sera délivrable dans quelques années, et peut-être que ce nouveau stade ne verra pas la Coupe d'Europe, alors que lui serait complètement homologué. Donc c'est dommage, mais moi je serais plus d'avis aussi d'aller à Rennes. Ça reste la Bretagne, c'est pas si loin que ça, et 30 000 personnes, ce serait vachement mieux que 5000. C'est triste, mais ce sera ni le premier ni le dernier club à devoir aller jouer ailleurs. Je pense par exemple à l'Union Saint-Gilloise en Belgique qui doit jouer à Anderlecht. C'est encore moins loin parce que du coup c'est la même ville, mais ça reste un club ennemi. Oui, donc c'est toujours compliqué. Ça fait pas plaisir. Dans l'ADN, dans l'histoire du club, ça fait mal. En tout cas, Beaujoire à Nantes ou Roison Park sont pas des mauvaises idées, dans le sens où il y a la capacité, et c'est aussi des clubs, des enceintes qui ont eu leur histoire européenne. Le Roison Park est plus récent, mais il y a eu quand même... Non, il y a eu Nantes l'an dernier. Un stade, une histoire. Hein. L'an dernier, Nantes. Oui, mais je veux dire, même la Beaujoire dans les années 90 contre la Juventus, je peux dire que c'était aussi... Non, je veux dire, les deux ont leur histoire. Je dis le Roison Park est plus récent. Ah, donc, le stade. Oui, le stade. Ouais. Non, le Roison Park, j'ai dit. Oui. Donc le stade. Oui. Mais lui qui est très récent, donc il y a vraiment eu cette fièvre Europa League et un peu Ligue des Champions, mais... Voilà. Et c'est ça, justement, pour finir rapidement, c'est justement t'attribues un stade, une histoire, tu vois. C'est hyper dommage maintenant, du coup, d'attribuer le périple de Brest, qui sera sûrement le dernier avant plusieurs années, au Roison Park. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça dommage. Quitte que pour eux, en tout cas, dans leurs souvenirs, on sache que ça s'est joué à Le Blé. À Le Blé, et justement, ton anecdote, avec 5000 supporters, alors qu'on joue Barcelone, tu vois, le truc en plus, c'est indécent. Pour les billets, ça sera la guerre. Allez, continuons un petit peu de football. J'accélère dans ces news. Cette fois, on se tourne vers le futur aussi, mais le championnat d'Europe de football 2024. On reste donc au niveau de l'UEFA. Le prochain Euro cet été en Allemagne, l'UEFA qui a annoncé la liste des arbitres retenus, et dans le lot 2 Français, avec monsieur Clément Turpin, 41 ans, qui disputera son 3e championnat d'Europe après 2016 en France et 2021 un peu partout en Europe, et le cadet des deux, François Le Texier, meilleur arbitre de Ligue 1 la saison passée, qui a 34 ans, lui officiera pour son premier championnat d'Europe. Pas de Stéphanie Frappard, donc l'arbitre tricolore, ayant été pourtant ces dernières années la première femme à arbitrer, que ce soit un match de Coupe du Monde carrément au Qatar, ou alors plutôt au niveau européen de la Ligue des Champions ou la Super Coupe d'Europe.
Voilà pour ça. Et autre info sur cet Euro 2024, c'est autour de la liste des joueurs que pourront appeler les sélectionneurs. Il y a eu hier s'est réunie la commission des compétitions de l'UEFA pour les équipes nationales qui a acté un élargissement de la liste de 23 à 26 joueurs. Mais cette décision n'est pas encore définitive puisque il faudra que ce verdict passe par les mains du comité exécutif de l'UEFA qui devra trancher, à savoir quand même que dans cette commission, à la tête de cette commission qui vient d'acter pour 26 joueurs, c'est Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football qui en est à la tête et qui lui voulait rester à 23 tout comme Didier Deschamps. Donc a priori si ça passe à 26, Didier Deschamps il va plus se gratter le crâne qu'autre chose. On part sur de l'international avec les trophées Laureus. Peut-être que vous connaissez de nom ou pas du tout ces trophées. Des récompenses dans le monde du sport, là, qui hier se tenait à Madrid, la 25e cérémonie. C'était à Madrid. Petit indice pour vous, auditeurs, je vais dire téléspectateurs. Nul. Auditeurs, puisque à Madrid, il y en a bien un qui se devait d'être récompensé lors de cette soirée. C'est Jude Bellingham, le nouveau crack du Real Madrid, qui a eu le prix de la révélation de l'année dans le monde du sport. Le titre de sportif de l'année ne lui est quand même pas revenu puisqu'il y avait un certain Novak Djokovic prétendant et qui a remporté ce trophée symbolique. La sportive de l'année, par contre, c'est l'ennemi de Madrid, c'est la Barcelonaise Aitana Bonmati, le Ballon d'Or, et l'équipe de l'année était l'équipe d'Espagne féminine de football. Je sais pas du tout si le jury était espagnol ou autre, mais en tout cas ça leur a bien souri. Le comeback de l'année est revenu à la gymnaste Simone Biles, qui était revenue après ses problèmes psychologiques et physiques des Jeux de 2021, qui est revenue à Anvers pour reprendre une couronne mondiale. Et par exemple, pour les autres trophées, il y a le prix Sport for Good auprès d'une fondation, une association pour le bien du sport, et c'est la fondation Rafael Nadal qui a gagné. Là encore, une petite touche madrilène. Pas d'Atlético. Désolé. Ça commence à être louche cette histoire. Ouais, c'est bizarre. Mais bon. D'autres trophées, on peut en parler aussi. On va traverser l'Atlantique. Cette fois, on est toujours dans l'esprit des récompenses avec les délibérés qui approchent pour les trophées de la saison en NBA. Les entraîneurs et les joueurs sont interrogés de toutes parts. Les médias américains essayent de gagner des informations, surtout auprès d'une grande question. Victor Wembanyama va-t-il avoir 2 trophées? Un quasi sûr, le deuxième peut-être un peu moins, puisque le Français est parmi les finalistes à la fois pour le titre de rookie de l'année devant le joueur de Oklahoma Chet Holmgren et avec celui de Charlotte Brandon Miller, et il est aussi en lice parmi les 3 finalistes pour celui de défenseur de l'année avec le Français Rudy Gobert de Minnesota et l'Américain Bam Adebayo de Miami. Rookie, on est quasi certain, je pense, plus tous les sondages. Défenseur, vous lui donneriez pour autant avec cette première saison quand même assez monstrueuse en termes de contre? Mais en fait, le gros problème avec ce trophée de défenseur de l'année, c'est est-ce qu'on vote pour le meilleur défenseur de l'une des meilleures équipes de la ligue, donc en conséquence Rudy Gobert, ou le meilleur défenseur tout court d'un point de vue statistique? Et là, en conséquence, c'est Wembanyama. Mais le passé nous a quand même souvent été dans le cas de Rudy Gobert, dans le sens où on récompense le défenseur d'une équipe qui performe, et même si... il faut penser américain, là. Voilà, aussi. Mais même si Wembanyama a eu beau avoir les meilleures lignes de stats qu'il fallait, les Spurs, ils ont terminé avant-dernier de leur ligue, de leur conf. Donc tu penses que voilà. Plus que niveau individuel, le collectif doit jouer. Donc, alors moi, je pense pas. Vraiment, moi, je pense qu'ils méritent les 2, mais je pense pas que ça se fera. Et ben, on coupe le trophée en 2. Très bien. Pour le célèbre titre, en tout cas, de MVP, de meilleur joueur de la saison, le débat fait rage cette année entre Nikola Jokic, joueur de Denver et déjà sacré en 2021 et 2022, le Slovène Luka Doncic de Dallas et le Canadien Shai Gilgeous-Alexander d'Oklahoma. À noter que dans ces 3-là, donc pas d'Américains pour la 3e année de suite. Le dernier Américain qui avait été en lice finaliste parce qu'il n'avait pas gagné pour le titre de MVP, c'était messieurs, Curry. Ouais, Curry 2021. Donc comme quoi. Et 2 petites infos pour finir avec un record en vue pour le rugby féminin français qui pourrait se passer ce week-end samedi, car à Bordeaux, au stade Chaban-Delmas, la France recevra l'Angleterre pour la 5e et dernière journée du tournoi des 6 nations. Une finale entre les 2 nations invaincues de cette 29e édition qui pourrait voir exploser le record d'affluence pour un match féminin de rugby sur le sol français. On parle de déjà 22 000 billets vendus pour l'enceinte qui pourrait en accueillir à peu près 30 000. Et on est, avec ces 22 000 billets, supposé déjà être bien au-dessus du record pour un match de rugby féminin avec 18 604 spectateurs. C'était lors de France-Pays de Galles au tournoi destination de l'an dernier. C'était au Stade des Alpes de Grenoble. Mais on serait quand même toujours très très loin du record absolu
pour un match de rugby féminin mondial, puisque c'était celui du crunch de l'année dernière lors du tournoi Destination. C'était Angleterre-France à Twickenham, 58 498 spectateurs. À Caen, le Stade de France pour nos Françaises et battre là aussi ce record. Et la dernière petite info, j'en parlais, je l'ai glissé juste avant pour le Sport for Good, c'est on parle à nouveau de l'Espagnol Rafael Nadal qui fait son retour demain à Madrid. Là aussi, je fais exprès je ne savais même pas que j'aurais pu faire un retour à Madrid là-dessus. Bref, de retour sur les cours et sur la terre battue pour la première fois depuis 2 ans là, qui a été sorti lors du précédent tournoi de Barcelone, mais qui sera demain en lice à Madrid. Et c'est surtout que l'Espagnol, plus que attendu à Roland-Garros, plus qu'attendu aux Jeux Olympiques, est déjà annoncé en tout cas pour la Lever Cup, ce tournoi d'exhibition qui rassemble le gratin du tennis mondial, qui est une compétition qui avait été lancée par Roger Federer en 2017. Et l'Espagnol, le Mallorquin de 37 ans, est attendu à Berlin, en tout cas en septembre prochain, avec à ses côtés, a priori, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, et le tout sous les ordres de Björn Borg. Là aussi, retraite en vue à cette occasion. Oui, non mais oui, enfin moi je suis Nadal dans la peau depuis tout petit, ça se sent, et même lui dans ses déclarations, il utilise plus les mêmes mots, il a plus les mêmes tournures de phrases, ça se sent qu'il est sur la fin et qu'il essaie de l'amener comme il peut, mais tout le monde s'y attend tellement que quand ça va arriver, ce sera, je pense, pour moi c'est même plus une surprise, parce que je pense qu'après les JO ce sera terminé. Voilà, mais en tout cas, faudra que ce soit beau et que ce soit grand. Alors peut-être pas la Lever Cup, j'espère peut-être qu'il fera soit un dernier tournoi ou qu'il y aura quelque chose d'exceptionnel qui sera fait à sa fondation, à la Rafa Nadal Academy ou quelque chose comme ça. Mais le faire à la Lever Cup comme ça, comme l'avait fait Federer, c'était très symbolique pour lui de le faire là-bas. Est-ce que Nadal c'est aussi symbolique que Federer que de le faire à la Lever Cup? Je ne sais pas et je ne pense pas. Voilà, donc après il faudra voir. Mais en plus, petite anecdote pour demain, son premier tour il le joue contre Branch, je crois qu'il s'appelle, c'est un jeune américain de 16 ans qui était pas né quand et il voilà, gagnait, et c'est le 5e match dans l'histoire où il y a le plus de différence d'âge entre les deux joueurs sur le court. Donc ouais, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel aussi demain, entre les deux, ça va être beau. Ça promet. Messieurs, petite pause musicale avant d'attaquer le rush final. On va devoir aller un peu plus vite que prévu, peut-être mon Gaëtan, pour laisser du temps après à Timéo. C'est pour ça que là, je parle trop pour lancer la musique. La musique que j'ai cherchée autour du Stade Brestois, de Brest, du Finistère, j'ai rien trouvé. Du coup, j'ai pris le premier truc qui m'inspirait: Brest, le port, l'air marin. Hop, Santiano. Voilà. C'est pour vous. C'est pour un petit peu s'ambiancer quand même. Hugo Frey, et on se retrouve juste après pour un petit quiz Jeux Olympiques. Santiano, Hugo Frey. Voilà. Pour marquer un petit temps d'arrêt quand même dans ce CSC, on approche de la fin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106,6 FM. N'oubliez pas que cette émission est aussi écoutable en DAB+, ou sur campuslille.com, où vous pourrez retrouver dès minuit 1 l'entièreté de cette émission dans les programmes en replay, et bien sûr plus tard après sur nos réseaux YouTube, Spotify, Deezer, Instagram, Twitter, tutti frutti. On passe à Gaëtan maintenant. Et oui, qui vous a préparé un petit quiz. Effectivement, pour mobiliser vos connaissances concernant les Jeux Olympiques, connaissances actuelles, connaissances historiques, qui se verra attribuer la couronne d'Olivier. Alors on va commencer par 4 questions de connaissances pures, c'est sur bien sûr de la rapidité. Première question: qui est le champion olympique du marathon lors des Jeux Olympiques de 1960 à Rome, devenant le premier Africain de l'Est à remporter une médaille à courir ce marathon pieds nus? Ouais, tu sais quoi, j'ai la photo, j'ai le mec, j'ai l'arrivée dans l'arène, et j'ai plus le nom. Eh ben écoutez, je vais vous faire réponse à choix multiples, et ça va être à la rapidité simple. Vas-y. Vous êtes prêts? Vas-y. Abdelsam Radi, Mo Farah ou Abebe Bikila? Bikila? Le troisième, moi j'aurais dit pareil. On est d'accord. Vous aurez dit pareil, t'aurais dit quoi? J'en sais rien, j'aurais dit le troisième. Celle-là, on la passe. Un point chacun, voilà, c'est pour vous rassurer. Mais t'as dit à la rapidité. Ça, la rapidité, c'est Adrien. Moi, je suis d'accord. Et juste avant, lui en off, pendant la musique, hey, les règles, je compte les points. C'était ma petite vengeance pour la dernière fois. Non, vas-y. 1-0 pour Adrien. Non, un partout. Vas-y, je suis le bon joueur. Un partout. En quelle année le CIO rend obligatoire la présence des femmes dans tous les sports? Tous les sports. Eh oui, une charte. C'était vraiment inscrit sur la charte. 86. Non. Maxime, plus le droit de réponse jusqu'à... T'as dit quoi, toi? 86. Avant ou après? C'est après. Ah oui, ouais, non, tu vois, j'aurais dit avant. 92, non? Non. Oh. Après.
Mon Dieu. Dans tous les sports. Hein. 2004. Après. 2008. Avant. 2006. Après. 2007. Oui. Ah ouais. Ah moi je m'étais sur une année olympique. Moi, t'as pas le droit de le redire. En fin de compte, la première femme a participé en 1912, mais par contre, l'obligation qui est la présence de toutes les femmes dans tous les sports, c'est inscrit dans la charte en 2007. Putain, voilà. 2007. Ouais, c'est très tard. Hein. C'est super tard. Et ouais, ça m'a surpris aussi. Quand t'as dit tous les sports, j'ai fait ah ouais, d'accord, non, c'est pas ce que je pense. Ouais. Prochaine question, un peu d'histoire. Maintenant, quelle édition des Jeux Olympiques a été marquée par le mouvement Septembre Noir? C'est Munich en 1972. 72. Allez, 72. Ouais. Munich 72. Ouais. Là, pour ceux qui ont peut-être pas l'anecdote, mais notamment avec les incidents avec les Israéliens. Septembre Noir, qui était un mouvement pro-palestinien, un mouvement terroriste palestinien, qui s'est introduit dans le village olympique et qui a d'abord pris en otage l'équipe israélienne, qui a ensuite massacré. Pour demander justement la libération de 200 prisonniers palestiniens. Ouais, exactement. Et voilà. On y revient encore. Hein, on y revient. Et oui. Dernière petite question sur ses connaissances en lien avec Antoine Dupont, qui disputera avec l'équipe de France à 7 les Jeux Olympiques. Combien de médailles olympiques comptabilise l'équipe de France de rugby à 7? Hommes et femmes confondus, j'imagine. Que hommes. J'ai pris que hommes. Oh. Eh bien, 3. Je dirais 1. Non. 0. Oui. Ah putain. Yes. Alors par contre, j'ai pas pris de risque. Je sais pas si, en tout cas, ça c'est pour les hommes, c'est sûr, mais je crois que c'est hommes et femmes en fait. Parce que les femmes, elles ont eu ils ont eu l'argent. Alors, ah bon? Ouais. Bon, en fin de compte, c'est meilleur résultat pour les garçons, c'est 7e place en 2016. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Bah, là, c'est médaille quand même cette année, hein, normalement, du bon. Un minimum. Bah, surtout vu ce qu'ils font dans les tournois de rugby à 7, en l'occurrence, ils finissent quasiment tout le temps demi-finalistes. Ouais. Donc, rappel des points à l'issue de cette première manche. Mais on garde les points. Vas-y. 3 points pour Adrien, 1 pour Max et 1 pour Timéo. Ouais. C'est des points volés, nous, mais c'est pas grave. C'est comme l'Atlético. Vas-y. 3. C'est fou. Question, qui suis-je? Je suis une ancienne athlète née à Basse-Terre en Guadeloupe. Ma carrière olympique est unique, même si elle a pris fin tristement. On me surnomme la gazelle, mais les gens peuvent également m'assimiler Marie-Jo Pérec à Cathy Freeman. Exactement. Je voulais le dire direct. Quand elle a dit Guadeloupe, j'ai hésité. Oui, et aussi, je l'ai eu tout de suite. Ouais. Cathy Freeman, tu l'avais? Non, quand t'as dit déjà la Basse-Terre, je me suis dit, ok, j'ai une française, la gazelle. Par contre, quand t'as dit ça s'est mal fini, j'ai fait bah non, c'est pas elle, parce que c'était pas si mal que ça. Ah bah si, avec 2000 à Sydney, sa dernière aventure olympique, c'est hyper mal fini. Tu sais, il y avait la finale du 400 mètres à jouer face à Cathy Freeman, qui était coureuse australienne, porte-drapeau, et elle portait un peu ce symbole-là des autochtones à l'époque, et donc elle est bien sûr harcelée par les journalistes, elle quitte le territoire, elle participe pas à cette finale des 400 mètres là. Et puis après, elle veut justement, et en plus, à l'issue de ça, elle veut reparticiper au championnat de France ou du monde, et elle se reblesse, elle met fin à sa carrière en 2004, quoi. Donc enfin, 4 ans plus tard, mais il n'y a pas réellement eu de compétition entre les deux. Ouais, c'était le début de quelque chose. Ouais, voilà. Malheureusement. Deuxième, sur une citation. Je suis heureux de m'inscrire dans cette grande tradition de la perche française. Renaud Lavillenie. Je donne à Maxime celui-là. De Maxime. Question alternative. À quelle hauteur? 6,20. Non. C'est 0,5 pour celle-là. Ouais. Quelle hauteur? JO de Londres 2012. Oui, voilà, on parle de nos hauteur auditeurs et auditrices, ouais. Ouais. Pour la médaille olympique. 5,96. 5,97. Ouh là là là, 5,97, elle est bien celle-là. Elle est pas volée. Elle est pas volée, Timéo. Ah, c'est 0,5, c'est triste. C'est triste, mais c'est pas grave. Allez. Troisième, Rébus. Mon premier est la meilleure amie de Peter Pan, ou bien celle qui fait apparaître un carrosse dans Cendrillon. Mon second est un mot de détresse que beaucoup d'Anglais ont prononcé à Twickenham en voyant Damien Penaud. Mon troisième est l'athlète le plus titré des Jeux Olympiques. Michael Phelps. Voilà. Michael Phelps. Okay. Wow. C'était un petit piège parce que j'ai fait exprès vraiment de vous embrouiller avec les deux premiers qui étaient Sté Bourbier, hein. Le truc parce que t'avais fait et même en fait ça donnait pas réellement. Moi je peux commencer par le prénom, moi j'étais sur Félix Lebrun. Fé, et puis le deuxième c'était Help. Oui. Felp. Ouais. Tiré par les cheveux, quoi. Ouais, voilà. très tiré par les cheveux. Timéo 3, Maxime 2, Adrien 4.
On passe à, entre guillemets, la dernière manche. Une équipe. Allez. Pourquoi Londres? Ça, c'est au moment de l'attribution des JO de Londres, au détriment de Paris. Je sais plus en quelle année exactement. Pour les Jeux 2012. Pour les Jeux de 2012. 2004, donc c'était 2005, 6. 7 juillet 2005. Paris passe à côté des Jeux Olympiques. 54 voix contre 50. Une où on voit justement et on comprend l'amertume de Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris. Et je pense que ça aurait été moins bourbier d'organiser ces Jeux 2012 que comment on organise ceux 2020. Clairement. Je pense qu'à l'époque, on était beaucoup plus préparés que ça. Allez, question alternative pour 0,5. Paris a été recalé 3 fois. Donc on a 2012 et puis on a 2 autres dates. 2016 et 2020. Non. Moi je dis en 96 on est pas recalé. Non. 2 fois. En 2008, il y a eu Pékin en 2008. Une. Il me faut la deuxième, Maxime, pour valider. Et pas 2012 donc une autre. Oui. Et 2000? Non. Avant ça, bien avant ça je pense. 52. Non, bien après. Ah oui, je croyais post-guerre mondiale. 90? 2008, non, un peu plus après. 92? Ouais, 2008 et 92. Bien, Maxime. Ah, on a Albertville et on voulait carrément faire le doublé. Incroyable. Eh oui. Ça aurait été bien. Hein. Ah, ça aurait été fou. Allez, le grand bonheur. Je pense que c'est pour ça qu'ils voulaient pas. Le grand bonheur. Le grand bonheur, eh ben, c'est quand on a eu les Jeux 2024. Non. Dommage. On est en 2016. Je vais accélérer un peu pour laisser un peu de temps pour les immanquables. Teddy Riner, champion olympique? Non. Le grand bonheur 2016. Il met en image 2 personnes. Moselli et Yoka, champions olympiques. Ouais, exceptionnel, oui, exactement. Joli. Le couple médaillé Estelle Moselli et Tony Yoka au JO de 2016 à Rio. Et enfin la dernière, une seule fois. Une seule fois. C'est une défaite. Non. C'est une victoire. Oui. Ça se trouve, c'était pas Française? Oui, mais française et français. Récent. Pas tant que ça. Hein. Pas ce siècle-là. Si. Ah, si, ça va. Lormanodou? Non. On est en 2021. Ah, oula, oui, ok. Et c'est 7 août 2021. une seule fois. Une seule fois, et sachant que foi, du coup, j'ai pas précisé, c'est la foi. La foi. L'équipe de France de judo, non, on est sur du hand. Eh ben, Ah bah, c'est l'équipe de c'est le France hand qui féminine. Oui. C'est les féminines. Oui. Championnes olympiques. Et non. les C'est féminines. avant justement le titre. Oh. Qualification de l'équipe masculine, l'équipe féminine en même temps. D'accord. Une seule fois. Se Ah. qualifie pour une finale olympique. Deuxième fois de l'histoire que l'équipe de France c'est féminine quand masculine. les deux accèdent à la finale. Ouais, donc effectivement. Ok, c'est C'était les dur, demi-finales. C'était dur. Eh, Ouais. parce que la finale masculine, il y avait quand même le truc les équipes. C'était- Ouais. Bah, en fait, j'allais pas te le donner parce qu'on avait discuté, c'était la trans qui gagne. Oui, voilà, très très bien. Et on en avait parlé, je me suis dit non, celle-là, elle était trop simple. Bon, tout ça pour abréger, pour dire que j'ai pas perdu. T'as pas perdu. Gagnant Adrien avec 5 points. Deuxième place attribuée à Timéo, 4 points. Et enfin, la troisième place, mais il s'est bien battu, Maxime, avec 2,5 points. Bravo. Ouais. Ok. Allez, on va pouvoir finir, même sans jingle finalement. Mon petit Timéo, je te fais gagner du temps. Avec les immanquables, qu'est-ce que tu as à nous conseiller pour finir en beauté cette émission? Et bien sûr, je lancerai en fond l'outro. Allez, on va y aller très vite avec du football, hein, comme d'habitude, la course au titre, la course à l'Europe, la course au maintien dans les 5 grands championnats. En Ligue 1, les 3 matchs en retard de la 29e journée qui ont été reportés pour cause de Coupe d'Europe. À 19h, Lorient accueille le PSG sur Prime Video. Un match pour rapprocher un peu plus les Parisiens du titre, mais une rencontre très importante, surtout pour les Bretons dans la course au maintien. Eux qui sont à 3 points de Metz, le premier non relégable. Mais surtout le gros choc demain, c'est le match entre Monaco 2e et Lille 4e. Lille qui pourrait chipper la place de dauphin en monégasque en cas de victoire, alors qu'un succès de Monaco leur donnerait une avance confortable de 5 points sur la 3e place. La rencontre sera diffusée à 21h sur Prime Video. Mais le gros match du week-end, il est en Angleterre et c'est le North London Derby. Tottenham contre Arsenal dimanche à 15h sur Canal+ Foot. Un match pour le titre pour les Gunners et pour la Ligue des Champions pour les Spurs. Les hommes de Postecoglou sont à 6 points du 4e Aston Villa, mais avec 2 matchs en retard. Et enfin, mardi prochain, le retour de la plus belle des compétitions, les demi-finales de la Ligue des Champions. Un duel historique qui sent bon l'époque où la VAR n'existait pas, la BBC et les crochets de Robben. Bayern Munich, Real Madrid à 21h
21h sur Canal+. Assez parlé de football, on va passer maintenant au basket avec les playoffs en NBA qui continuent toute la semaine et aussi les playoffs en Euroleague. Le dernier club français, entre guillemets, en lice, Monaco, qui est opposé au Turc de Fenerbahçe. Le match 1, c'est demain à 19h sur la chaîne L'équipe. Le match 2 aura lieu quant à lui vendredi, même heure, même chaîne. N'oubliez pas non plus la finale de la Coupe de France de basket, samedi à 16h30, toujours sur la chaîne L'équipe, entre Dijon et Strasbourg à l'Accor Hotel Arena de Paris. En rugby, maintenant, samedi à 17h45, Adrien en a déjà un peu parlé, le crunch, le dénouement du tournoi destination femmes, France-Angleterre à Chabandelmas, 20 points pour l'Angleterre et 19 pour la France, le vainqueur sera champion. Et le même jour aussi, on aura du top 14. Là, ce sera le Stade Toulousain contre le Racing 92 à 15h et le Stade Rochelet contre le RC Toulon à 21h. Un petit mot de handball également avec le début des quarts de finale de la Ligue des Champions pour le PSG. Dernier représentant français qui affrontera jeudi à 20h45 le FC Barcelone à Paris pour le match aller. Et on termine donc avec du tennis, les Master 1000 et les WTA 1000 de Madrid, avec l'absence notable de Novak Djokovic. Côté français, on aura Caroline Garcia, Manarino, Fils et Humbert qui font leur entrée en lice au tour suivant, quand Monfils, Rinderknecht et Van Arch joueront tous les trois demain, à retrouver sur beIN Sport. Merveilleux, Timéo. C'est quoi? Et minuit dépassé, on vous laisse juste après avec les musiques de la nuit, mais je devais quand même prendre quelques secondes pour vous remercier déjà tous les trois pour être venus ce soir. Merci Maxime, merci Gaëtan, merci Timéo. Merci surtout à vous deux, Maxime, Gaëtan. Fin de saison pour vous. Très belle saison. Bravo à vous. Très belle saison, ouais. Très belle expérience. Merci beaucoup. On espère revenir. Ouais, j'espère en tout cas que l'émission va pouvoir essayer de perdurer quand vous reviendrez. Avec plaisir. Je vous souhaite le meilleur et puis Timo, peut-être la semaine prochaine, qui sait, peut-être on en rediscutera, on verra avec les papiers, les finances, le chèque comme prévu. Ah non, mais oui, non, pardon, cette année ils n'avaient pas d'argent. Vous en aviez. Pardon, c'est la prime d'ancienneté. Ouais, j'avais un sponsor et tout, mais drôle d'histoire, donc je vous en parlerai pas ce soir. En tout cas, comme tu n'auras pas à regarder la défaite de l'Atlético, tu pourras venir. Ça, c'est vrai. C'est une bonne manière d'amener quelqu'un, c'est lui dire que il a rien à faire. J'avais conditionné ma présence à ça. C'est pour ça. Pour ça, je rebondis là-dessus. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser quand même, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille, avec les musiques de la nuit. Et moi, je vous dis, normalement, à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.